Nous sommes dans la rubrique Le Grand Entretien. Notre invité du jour n'est d'autre que Madame Aïssatou Sampiring Diallo. Seydi Sampiring. Seydi Sampiring. Comment vous allez? Bien, merci. Ça va? Ça va. En forme? Très, très en forme. Ah, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes toute radieuse ce matin-là. Merci beaucoup. Super. Et je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Ah, d'accord. Tout le plaisir est parler de mes partagé. ouvrages. Oui, Ouais. bien sûr. Alors, vous avez à votre actif ici 3 poésies. Donc, d'abord, j'essaie de parler de vous, hein, ce qui a trait à votre carrière et tout ça. Et vous avez tout de même la possibilité de me noter. D'accord. C'est bon, on y va? D'accord. Seydi Sampiring Diallo, une écrivaine et enseignante, chercheuse guinéenne remarquable. Née à l'Abbé, elle est également connue sous le nom complet Fatoumata Binta Seydi Diallo. Elle occupe actuellement le poste d'enseignante, chercheuse à l'Institut supérieur de formation à distance et exerce les fonctions de directrice des ressources humaines au ministère du Travail et de la fonction publique en Guinée. Sur le plan académique, elle est titulaire d'une maîtrise en langue française obtenue à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG, d'un master en linguistique descriptive et éducation à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Elle a poursuivi actuellement un doctorat, elle poursuit actuellement, un doctorat en linguistique descriptive et éducatif à l'école doctorale Sciences humaines et sociales. Elle détient également un certificat en management des administrations délivré par Sciences Po Bordeaux. En tant qu'écrivaine, Seydi Sampiring Diallo, comme elle aime le dire, a publié plusieurs recueils de poésie, dont La mélodie de mon être, sorti en 2024, L'écho de l'âme, voyage poétique au cœur de l'existence, sorti aussi en 2024, et Lumière sur le chemin de l'humanité, sorti en 2025. Ces œuvres explorent des thèmes tels que l'amour, la résilience, la quête de sens et la condition humaine, offrant une introspection profonde et une célébration de la vie sous toutes ses formes. C'est bien vous? Oui. Bon, actuellement, je suis DRH au ministère du Commerce. Ah, on va rajouter ça. Au ministère du Commerce, de l'industrie et des PME. D'accord, J'étais super. DRH à la fonction publique. Ça marche. Et actuellement, je suis... On va régler tout ça, on va régler tout ça. Donc, chers téléspectateurs, vous l'avez écouté. Alors, Madame Seydi Sampiring, vous êtes enseignante. Aujourd'hui, vous êtes au ministère avec les PME. Vous êtes écrivaine. C'était quoi le déclic? Vous avez tellement de casquettes. Pourquoi vous avez écrit, en fait? Votre passion pour l'écriture? Ouais. Bon. D'abord, quand j'étais toute petite, oui. Je jouais au jeu avec ma copine d'enfance. D'accord. On écrivait les poèmes, tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on ressentait. On jouait à faire ces écrits. D'accord. Donc, on cherchait à imiter les Ampateba. Et il y a le Djenab Koumancho avec son poème de hymne à ma mère qui nous a beaucoup marqué en ce moment. Mais je n'avais pas prévu de publier. D'accord. Donc, quand je suis venue à l'université, là aussi, il y avait des concours de littérature. Là aussi, j'ai écrit des poèmes. J'ai postulé, j'ai eu 2 prix. Et bon, tout ça, parlez-nous de ces prix-là, rapidement. C'était des prix littéraires. Bon, Et ces prix-là, c'était quoi? Bon, c'était des enveloppes que nous remettait. Des enveloppes de combien? On était très jeunes. Et pour nous, c'était juste pour participer aux activités. D'accord. Maintenant, c'est plus tard, en novembre 2023, au hasard, j'étais en train d'arranger mes affaires. J'ai vu les manuscrits. D'accord. Donc, j'ai relu un peu et j'ai vu que ça a du sens. Oui, chaque poème donne des leçons de vie, et ça a son importance, éveille les consciences exactement. et autres. Là, je dis, donc, mais je dis ça, mais c'est très bien. Donc, ça, il faut publier. J'ai immédiatement appelé Harmattan pour demander s'il publie des poèmes. Ils m'ont dit oui, de leur remettre le manuscrit. D'accord. Donc, j'ai envoyé. Ils m'ont rappelé. En fait, c'était bien. Il n'y avait rien d'autre à faire. C'est comme ça que ça a eu du succès. C'est comme ça que j'ai continué. J'ai voulu continuer à publier. D'accord. Et actuellement, j'ai 3 autres manuscrits.
un autre ouvrage, un essai, qui parle de l'adversité comme progrès, comme moteur de progrès. Donc ça, c'est en attente de publication. D'accord. Et parlez-nous, entre ces 3 romans, c'est quoi c'est quoi la poésie phare, en fait? Qu'est-ce que les gens aiment? Bon, ce que les gens aiment, ce que je cherche à capturer l'essence de l'existence même. D'accord. Donc, dans ce qu'elle a de plus fragile, de plus magnifique et de plus hontable. Donc, en fait, j'exprime la réalité. Donc, et ça, chacun se retrouve dedans. C'est ce que les gens apprécient. Ouais. Et c'est ça même, hein, l'essence, le rôle d'un écrivain qui fait parler l'âme des gens. Oui. En fait, quand tu lis, tu te retrouves dedans, tu te dis, mais c'est moi. C'est incroyable, hein? Alors, vous êtes enseignante, chercheuse, on va rebondir sur ça, hein? Écrivaine et cadre, hein? Comment vous conciliez les casquettes là? Vous êtes écrivaine, vous avez ça, vous avez ça. Comment vous faites pour concilier? Bon, la première des choses, c'est la gestion du temps. Oui, c'est ça. Il y a la passion, il y a l'amour du travail et surtout la planification, la gestion du temps. Super. Et vous gérez très bien votre temps. Vous avez un planning. Je gère très bien mon emploi de temps et je respecte le timing. D'accord. En général. Donnez-nous un conseil parce que hier, j'ai testé pour vous, moi, je parlais de comment se planifier, comment faire son carnet pour ne pas se perdre et tout. Donc, comment vous faites le matin? Vous commencez par quoi? Jusqu'à quelle heure? Bon, en général, je peux planifier toute une semaine. Je sais, par exemple, demain, il y a telle activité et telle activité. Donc, je planifie mes activités personnelles et en fonction de mes activités professionnelles. Donc, je commence toujours au fait, je mets par priorité. Par priorité. Je priorise. Justement. Maintenant, on dirait que vous m'avez écouté hier, là, parce qu'il n'y a que ça que je disais. Il faut prioriser les choses. Il faut prioriser les c'est bien, oui. Donc, l'écriture, en général, je reste naturelle. Je ne force pas. À chaque fois que j'ai une inspiration, même ici, je peux avoir une inspiration, je note. Parce que si tu ne notes pas, tu oublies. Je peux écrire et garder dans mon téléphone. Donc, quand j'aurai un peu de temps, je cherche à mettre sur papier. Et ces inspirations, comment ça vous vient? Bon, je suis une personne qui écoute beaucoup. D'accord. J'observe beaucoup et j'analyse. Et généralement, je parle peu aussi. Je parle peu aussi. Donc, maintenant, à travers les mots, j'exprime donc la beauté de la vie, mes pensées les plus profondes, et puis, mais aussi les mots de la société. Donc, en offrant des leçons tirées de la réalité. D'accord. Entre ces 3 romans, ces 3 poésies-là, qu'est-ce que vous aimez? Bon, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Puisque tout est réel. Oui. Par exemple, la mélodie de mon être, il y a quelques poèmes que j'avais écrits quand j'étais à l'école primaire ou au collège. Donc, c'était l'enfance. J'exprimais mes ressentis, surtout par rapport au décès de ma maman. Et donc, mais sinon, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Parce que c'est réel. J'exprime, en fait, ce que je ressens intérieurement et puis... C'est profond. C'est la réalité. Est-ce que la mélodie de mon être, est-ce que c'est une autobiographie? Ça parle de vous, de votre maman, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, bon, c'est pas complètement autobiographique. D'accord. Parce que il y a certains poèmes qui me concernent. Il y a d'autres, même si j'utilise le jeu, ce que j'ai observé une autre personne, j'ai vu comment ça se passe, la réalité, et puis j'ai voulu transcrire ces émotions-là. Donc, parfois, c'est la vie des autres que je suis en train de mettre sur papier. Ça. Et vos 2 romans sont sortis en 2024 et l'autre directement est sorti en 2025. Pourquoi ne pas laisser, à la différence des autres, un temps vraiment d'écriture entre les 2 romans? Ou c'est parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, c'est parce que vous avez écrit ça depuis longtemps, vous avez mis de côté. Pourquoi le fait de publier à chaque fois? À chaque fois, j'en ai même 3 que j'ai envie de publier, c'est couché. En même temps, hein? Oui, pourquoi pas.
savez, bon, comme vous l'avez dit, j'ai fait l'ISEG. Donc, disons que je suis éducatrice dans l'âme. Oui. Et ce que je publie, généralement, c'est éducatif. Donc, pour moi, c'est une mission. Oui. Donc, je ne vois pas pourquoi garder... je ne vois pas, en fait, l'avantage de garder les choses d'attendre une année, 2 ans avant de publier une autre. Je n'ai pas vu l'importance. L'importance, c'est ça. D'accord. Vous êtes, en tout cas, une personne qui aime partager et tout. Alors, comment vous choisissez les titres de votre ouvrage? Bon, j'analyse quand je regarde les différents poèmes et thèmes qui sont dans l'ouvrage. D'accord. Je cherche à mettre, à trouver un titre qui résume tous ces thèmes à la fois. C'est comme ça que je cherche à le faire. Donc, au fur et à mesure, je modifie jusqu'à ce que Est-ce que vous pensez que la poésie peut influencer les mentalités des gens, même impacter la vie politique, la vie sociale, la vie administrative, en tout cas, le quotidien de l'homme? Oui, effectivement. Et comment Parce ça peut que moi, mes écrits d'abord visent à éveiller les consciences, donc à mettre en lumière des faits marquants, au fait que généralement les gens ne remarquent pas souvent, et donc à révéler le pouvoir transformateur de la résilience, à célébrer la force inébranlable de la foi. Donc j'écris également pour rappeler que nous sommes maîtres de notre destinée. Donc tout en acceptant que la destinée, dans son mystère, trace parfois des chemins que seule la foi peut éclairer. Donc, et la poésie aussi, ça permet de dire les mots avec élégance. Donc, les gens n'aiment pas généralement la vérité, mais la façon de le dire aussi, ça peut... donc, ils peuvent facilement écouter si c'est dit de façon élégante, de façon... comme on dit, de façon poétique, en touchant les émotions. Super. Et c'est quoi quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que si moi, par exemple, je veux me lancer dans l'écriture, je me dis, oui, c'est difficile en tout cas de concilier les idées, de concilier les mots. Est-ce que vous avez eu les mêmes difficultés? Ou sinon, lors de la publication, après la publication, la mise en place, la mise en œuvre, la vente, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Bon, pour l'écriture, comme je le dis, je reste toujours naturelle. D'accord. Et puisque ça vient de façon naturelle, j'écris, pratiquement, je n'ai pas de problème par rapport à ça. D'accord. Donc, facilement, j'exprime mes émotions. Mais pour... c'est la vulgarisation. Bon, disons que j'ai envie, par exemple, puisque vous voyez que c'est éducatif. Donc, mon souhait, c'est que surtout les collégiens, les lycéens et même les universitaires puissent accéder à ces œuvres-là. Et là, bon, généralement, les lecteurs n'ont pas souvent ces moyens d'acheter les livres. Et si, je sais pas, je réfléchis comment trouver un moyen de mettre ces livres à la disposition des écoles. Donc, c'est ça, au fait, la principale difficulté. Et vos livres sont à combien? Il y a les deux, Lumière sur le chemin de l'humanité. La mélodie de mon aide, c'est à 150 000. Écho de l'âme, c'est à 120 000. 120 000, super, d'accord. Et on vous a vu aux 72 heures du livre. Comment vous avez vécu l'expérience? Pendant qu'on sait que le thème même, c'est la puissance féminine. La puissance féminine, justement. Et j'ai vu, je sais pas, une vidéo que vous avez faite sur la puissance féminine. Oui, allez-y. Bon, au fait, les 72 heures du livre cette année met en valeur la femme, la puissance féminine. Donc, c'est ce qui a fait que, vous voyez, c'est même dirigé par 2 puissantes femmes. C'est ça. Et la chef de cabinet du ministère du Travail et de la fonction publique, qui était présidente d'organisation de la commission, et qui a été même mon supérieur hiérarchique pendant 2 ans, une femme exceptionnelle. Et il y a Diaka
Camara aussi, que j'ai découvert récemment, qui est une femme formidable. Donc, vous voyez, c'est tout simplement extraordinaire. L'événement, ça a concilié, ça a fait que les gens se sont rencontrés. Moi, par exemple, j'ai eu sur le plateau ici des femmes écrivaines que je suis allée rencontrer là-bas. Donc, c'était en fait un moment d'échange, de convivialité. En tout cas, beaucoup, même le café avec qui est passé tout à l'heure là, c'est une femme écrivaine que nous avons aussi rencontrée. Je l'ai vue là-bas, Exactement. Super. Et quels sont aujourd'hui vos liens avec les autrices, les femmes qui écrivent et tout? On se vous vous côtoyez et tout? Oui, pas très souvent avec les activités professionnelles, on ne se voit pas souvent, mais dans nos groupes. Vous avez un groupe? Oui, il y a un groupe que Harmattan a mis en place qui permet aux auteurs de se côtoyer, en fait, d'échanger. Et comme on l'a dit même pendant les 72 heures de livre, ces deux braves femmes aussi ont organisé une rencontre avec plusieurs femmes écrivaines. D'accord. Et au restaurant de, comment on appelle ça, de Mimiche Diabaté. Ah oui, j'avais vu ça. Oui, c'était une expérience extraordinaire. Donc ça c'est très important. Ça s'est très bien passé. Super. C'était parfait, tout simplement, cette fois-ci. Bravo à l'équipe des 72 heures du livre. Alors, en tant que femme intellectuelle, auteure, oui, c'est vrai que vous avez rencontré des difficultés sur votre roman, mais sur votre vie professionnelle, quel est votre combat de tous les jours? Bon, la vie professionnelle, les difficultés que j'ai eu à rencontrer, généralement, c'est lié à la société, à notre société. D'abord, vous voyez que je suis une femme, et ça, c'est un problème pour certaines personnes. Et je suis une femme de petite taille aussi. Donc, la plupart du temps, me voient au début d'abord comme une petite fille. Et donc, il y a l'adversité au travail. Et généralement, quand ils voient, c'est une petite fille, donc, bon, je sais pas comment dire. Je comprends. Ils déclenchent le combat. En fait, c'est un obstacle facile à... Et ils ne prennent pas le temps de voir qui vous êtes, c'est quoi vos compétences. Effectivement. Déjà, quel âge vous avez pour vous mettre dans le carton des petites filles. C'est toujours... disons, même quand j'ai commencé à travailler, il y a certaines qui... Même actuellement, il y a certaines qui viennent, ils me trouvent et ils disent, ils ne sont pas là, ils ne sont pas venus. Ou bien, ils viennent au bureau, ils cherchent la DRH, et quand ils rentrent au bureau, elle est sortie. Elle est sortie. Donc, même la dernière fois, il y a un monsieur qui est venu me voir, mais je devais aller voir mes supérieurs en urgence, parce qu'on m'avait appelé. On se rencontre à la porte, il dit, Madame la DRH est sortie? Je dis, oui, elle est sortie. Après se rendre compte que c'est vous la DRH. Mais vous aussi, hein. Bon, mais je m'adapte. C'est pas un problème pour moi. Donc, ça me fait rire même. Donc, c'est ça. Super. Alors, on va aller avec le confessionnal. Des questions un peu plus particulières à vous. D'accord. Tout à l'heure, après le générique, chaque téléspectateur, on va aller avec le confessionnal avec Madame Seydi Sampirin Diallo. Tout à l'heure, après le générique. Nous voilà donc dans le confessionnel, allez tout de suite là, c'est ça le problème, hein. C'est pas grave, on va en parler. Alors, première question. Qui est Seydi Sampirin derrière la caméra? Seydi Sampirin Diallo, c'est une jeune dame, d'abord éducatrice. D'accord. Empathique. Quoi d'autre? C'est difficile de parler de moi. Hein? J'exprime facilement mes émotions, mais... Certes, c'est difficile de parler de vous, mais vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux, donc... non, ça va être compliqué, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Donc, qui est sœur? Petite sœur, grande sœur? Oui, j'ai des frères et sœurs. D'accord.
Donc, j'ai beaucoup de petites sœurs. On est amis. Il y a beaucoup de grandes sœurs. J'ai 2 frères biologiques, c'est-à-dire de même mère, même père, et une grande sœur. Mais j'ai les enfants de mes oncles et autres, là, donc j'en ai plusieurs. Ok, vous êtes mariés? Bon, ça se trouve dans mon livre. Achetez les livres. Achetez les livres pour savoir. C'est ça. Je m'attendais à cette question parce que les gens me posent souvent cette question. Achetez les livres. Surtout La mélodie de mon être. À la 52e page, c'est écrit là-bas, mariée, mère de... Je me tais. Donc, on poursuit, hein. Oui. Est-ce que vous avez dit, hein, à l'entame de cette émission tout à l'heure là, que quand vous écriviez, vous étiez avec vos amis, une de vos amies. Est-ce que écrire même, c'était votre rêve d'enfant depuis longtemps? Bon, ce que je dis, en ce moment, je ne me projetais pas. En fait, je vivais juste l'instant présent. Ouais, c'est ça. Je n'avais pas réfléchi à ça. C'est venu de façon naturelle. D'accord, super. C'est quoi votre plus grande peur? Ma plus grande peur. C'est bizarre, ma plus grande peur. Je vous ai dit toujours que j'ai un ouvrage en attente de publication, La diversité comme moteur du progrès. Actuellement, en général, quand... en période de paix, je commence à m'inquiéter parce que je suis tellement habituée à... Peut-être c'est ça ma plus grande peur. Moi, je qualifie souvent mes ennemis comme des alliés divins. Ah, ok. Donc, c'est ça. Il n'y a aucun problème, on tient de ça. C'est quoi votre faiblesse aujourd'hui? Ma faiblesse, c'est que je suis trop gentille. Trop gentil. Trop gentil. Vous pensez que c'est une faiblesse? Bon, ça vous a causé des problèmes? Bon, en général, j'arrive toujours j'ai toujours su m'en sortir, mais les gens cherchent toujours à exploiter. Oui, vous cédez à chaque fois que les gens viennent vers vous. Au début. Oui. C'est ça. Avec la première impression, hein, si elle est bonne, vous vous engagez en tout cas. C'est ça. 3 de vos qualités, 2 de vos défauts. 3 de mes qualités. Ouais. Je sais que je suis empathique. Empathique, on note ça. Peut être... certains peuvent considérer... Bon, ça peut être défaut ou qualité. Bon, je veux dire... une fois, j'ai entendu une vieille dame dire à une de ses interlocutrices, parce que j'étais à côté, elle avait du mal à parler. Cette dame a dit, et elle a compris, elle s'est retournée et dit, celle-là, j'étais très jeune en ce moment au collège, dit celle-là, même si tu tues une personne devant elle, elle ne parle pas. Ça m'a marqué en ce moment. Maintenant, en 2022, ou 2023, je crois, quand j'étais DRH à la fonction publique, le ministre a dit à mon père quelque chose qui a attrait à ça. J'ai immédiatement fait le lien. Donc, je me suis dit, il dit à mon père que elle parle peu, elle n'a pas de clan. Donc, j'ai lié à ce que la dame a dit. À ce que la dame a dit. À l'époque, oui. Et je me suis souvenu qu'en ce moment, j'étais amie avec 2 filles issues de 2 familles différentes, mais qui ne s'entendaient pas du tout. D'accord. Et je connaissais les secrets, hein, la vie intime de chacune, de chaque famille. Mais aucune d'entre elles n'a su ça. En fait, ils savent tous que je suis d'accord avec leurs enfants. C'est ça. Mais aucune la famille A n'a jamais su l'information de la famille B, vice-versa. Pas du tout.
Donc, moi, je me suis dit, peut-être, du fait, il y a certains qui disent que je parle peu, que ça, c'est un défaut. Il y a certains qui me le disent. Mais je trouve que, pour moi, c'est une qualité. Parce que les gens ont confiance en moi. C'est ça. Et j'ai beaucoup d'adversaires aussi, qui, au fait, quand ils ont besoin de moi, ils viennent vers moi, ils peuvent se confier facilement. Ils savent que je sais qu'ils sont entre griffes mes ennemis, mais les gens ont confiance en moi. Je pense que c'est une qualité. C'est une qualité, ça, exactement. Donc, quoi encore? C'est une qualité, oui. Il reste une autre vous avez dit tout à l'heure, là, vous étiez gentil. Donc, moi, je classe ça comme troisième qualité. Mais là, 2 de vos défauts. 2 de mes défauts. Vous êtes timide? Si. Vous êtes timide? Oui, je suis très timide. Bon, la timidité en soi n'est pas forcément un défaut, mais... Je suis très timide. Ouais. D'accord. Je suis très timide. Et quoi encore? Bon. Non, c'est pas... On va revoir ça plus tard. Compliqué. On va revoir ça. On va l'épargner, oui, c'est ça. On va reparler de ça. Aujourd'hui, quelle est la plus grande leçon de votre vie? Qu'est-ce que la vie vous a appris? La plus grande leçon de vie que j'ai, au fait, j'ai appris à profiter de chaque situation. D'accord. Et de ne pas me mettre en colère. Donc, de voir le côté positif de chaque situation. Et comme je l'ai dit, j'ai appris aussi que les adversaires, les ennemis sont des alliés divins. C'est ça. Donc, pour toutes ces personnes qui nous suivent, ne voyez pas les adversaires, comme l'adversité peut être positive. Oui, c'est justement, bien sûr. Pourquoi mon ouvrage là, c'est un essai. En fait, c'est un livre à la fois philosophique, sociologique et scientifique. Parce que je me suis basée, j'ai fait des recherches par rapport à ça, et éducative aussi. Donc ça, c'est en attente de publication. Donc ne voyez pas les ennemis forcément comme les personnes qui veulent vous tuer. C'est toujours, en fait, c'est grandir à travers les défis. C'est ça. Donc, exactement. Super alors. C'est quoi votre phobie? Vous avez peur de quoi? Le micro. Moi, en tout cas, chers téléspectateurs, je n'en dirai pas plus. Notre invité du jour dit que sa phobie, c'est le micro. Pourtant, elle s'en sort très bien. Très bien. Donc, pour la petite histoire de la fois dernière, là, on va mettre ça de côté là-bas. On va continuer. En fait, aujourd'hui, quelle est la personne qui vous inspire le plus? La personne qui m'inspire le plus. Bon, ou les personnes qui m'inspirent. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Il y a ma mère, d'abord. Bon, je crois même à la planification, j'ai pris ça chez elle. D'accord. Il y a ma grand-mère paternelle. Il y a mon père. Il y a mon oncle paternel, professeur qui est professeur d'université à la retraite, professeur Amadou Tidiane Diallo. Ce sont les personnes qui d'une manière ou d'une autre, qui m'inspirent. Ils ont quand même un impact positif dans votre vie. Oui, un impact positif. Et puis, au fait, il nous transmet des valeurs humaines. C'est ça. Vous aimez manger? Pas trop. Je ne mange pas beaucoup, mais je ne supporte pas la faim. D'accord. Je prends le petit déjeuner à 6 h du matin, dès après la prière. Et je mange à 11 h, 12 h plus tard et à 18 h. Donc, dès que ça rate un peu, ça joue sur moi. C'est ça. C'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré. Bon, je suis comme mon grand-père paternel. Je n'aime pas de sauce sans viande. Sans viande. Mais vous prenez toutes les sauces en tout cas. Dès que c'est bon, dès que c'est doux, je mange. Il n'y a pas de problème. Mais je n'aime pas, à part, sauf si c'est sauce poisson, je n'aime pas de sauce sans viande. D'accord. Ça marche. C'est quoi votre talent caché du public? Qu'est-ce que les gens ne savent pas que vous savez faire? J'ai une intuition très forte. Très forte. Très forte. Ouais. Et là aussi, je crois, peut-être ça peut être
inné. Et il y a, je sais, mais il y a l'éducation aussi qui fait que, par exemple, ma maman, quand on était enfant, même si nos amis viennent, nos camarades viennent jouer avec nous, elle ne te dit pas de faire quelque chose devant quelqu'un. Il faut que en fait, tu regardes son expression, l'expression du visage, l'expression corporelle, tu comprends, et tu fais ce qu'elle a envie que tu le fasses. Sinon, après ça, que les gens là soient rentrés, vous allez régler ça. Et ça, c'est un avantage. Donc, peut-être ça a permis de développer l'intuition et du fait aussi que j'ai eu de grandes personnalités qui ont été des adversaires à moi. Donc, comme je le dis, ils m'ont permis à développer, à découvrir une force intérieure à moi. Donc, c'est pourquoi je les rends toujours hommage. C'est ça. Alors, c'est quoi le plus grand moment de doute dans votre vie? C'était quand? C'était à l'occasion de quoi? Et comment vous avez géré? Le plus grand moment de doute. Ou un moment qui vous a laissé sans voix. Vous vous dites, bon, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. J'ai été choquée. Oui. Bon, et je crois, j'ai eu j'ai eu un mariage qui est gâté. D'accord. Donc peut-être quand je l'ai su, j'ai été choquée. Sinon, à part ça, rien. Hein? Bon. En tout cas, vous êtes une warrior. Une avant-dernière question dans ce confessionnal. J'espère que je ne vous ai pas trop fait parler. J'espère que je pourrais parler. Non. Avec une somme de 350 millions, que feriez-vous aujourd'hui? Avec une somme de 350 millions, j'ai envie de faire, comment on appelle ça? De faire une industrie agroalimentaire. D'accord. Bon, j'ai 2 projets. Il y a un autre, j'ai envie de faire un salon de thé aussi. D'accord. Où des rencontres, des intellectuels qui viennent discuter des choses. Donc, ça me tient à cœur aussi. Bon, c'est les 2 projets. C'est les 2 projets. On espère que ça va aller. Justement. Et quand j'ai moins aussi, j'ai envie de, comme je le dis, de remettre ces ouvrages-là aux élèves et aux étudiants. D'accord. Donc, super. Ça. Alors, la dernière question, vous allez regarder la caméra. Ah, ok, elle est là. Est-ce que vous avez été totalement sincère avec nous dans le confessionnal? Je suis toujours... Peut-être c'est la 3e qualité. Je suis toujours sincère. C'est pourquoi je parle peu. Je suis toujours sincère dans ce que je dis. D'accord. Je dis toujours la vérité. Donc, je préfère soit je dis la vérité. La vérité. Soit je me tais. C'est ça. Parce que il arrive des moments... En fait, quand le moment n'est pas venu aussi, tu ne peux pas dire... c'est ça, il faut le bon moment à tout. Mais je suis toujours... sincère. Chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, notre invité du jour, Seydi Sampiri Diallo, affirme avec voix haute qu'elle a été sincère avec nous dans ce confessionnal. Tout à l'heure, nous allons entamer la phase finale de ce grand entretien, juste après le générique. Nous sommes dans la phase finale de ce grand entretien, chers téléspectateurs. Notre invité du jour, c'est l'écrivaine de poésie, Madame Seydi Sampiri Diallo, qui nous a fait d'ailleurs le plaisir. Merci de votre venue sur ce plateau. C'est quoi vos projets à venir? Qu'est-ce que vous visez dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans? Bon, à part ma carrière professionnelle, c'est comme je le dis, j'ai envie d'ouvrir, de faire ces entreprises-là. D'accord. Donc, c'est ça votre objectif, objectif, oui.
Et bien entendu, continuer ma carrière professionnelle. Bien sûr, à exceller, en tant qu'enseignant-chercheur. C'est ça, et puis à nous écrire oui, ça, c'est bons romans. Soyez certaines. Sûre et certaine. Aucun problème. Oui. Et quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui à toute la jeunesse, aux jeunes filles qui rêvent de faire comme vous, aux jeunes garçons qui vous voient comme modèle, en tout cas, à cette nouvelle génération montante qui vous voit comme un modèle? Bon, je dirais d'abord aux jeunes dames et aux femmes qu'elles ont le droit d'être libres, d'être entendues, d'être respectées, et qu'elles ont le droit de rêver grand et d'agir pour concrétiser ses rêves. D'accord. Qu'elles n'attendent pas qu'on leur donne la permission d'exister pleinement, de prendre leur place, d'affirmer leur voix, parce qu'elles ont le socle du changement, donc ça. Les gardiennes de l'espoir et de la vie. Donc, je dirais aux hommes et aux femmes comment on appelle ça? De transformer les obstacles en des opportunités, de croissance. Et vous souhaitez entreprendre, et à tous ces petits entrepreneurs aussi, hein, ce sera forcément le même conseil. Hein? Oui, c'est la même chose. Ce conseil est valable dans tous les domaines de la vie. Est-ce que dans vos romans, il y a des conseils comme ça là-dedans? Oui, à chaque exactement. Étape. À chaque étape. Oui. Dans chaque paragraphe ou truc là, il y a un conseil qui est comment on appelle ça? Il y a une leçon de vie, des conseils qui sortent. D'accord. Donc, il y a... Est-ce que vous pouvez nous lire un conseil là-bas? Un conseil? Ouais. D'accord. Ah! L'argent est un outil. Donc, l'argent est un outil, pas une fin en soi. D'accord. Au moins de naviguer dans les méandres de la vie. Il construit des ponts, ouvre des portes, mais ne définit jamais l'essence de nos efforts. Super. Il peut acheter du confort, offrir des possibilités, mais il ne peut jamais acheter l'amour ni la sérénité. C'est un serviteur fidèle, mais un maître impitoyable. Il doit être guidé par des valeurs inaltérables. Cherchons plutôt la richesse des cœurs et des esprits, là où la vraie fortune réside, où la vie s'épanouit. L'argent, bien utilisé, peut éclairer notre chemin. Ouais. Mais n'oublions jamais qu'il n'est qu'un simple moyen. Donc, il y a un autre qui, vis ta vie, ne la rêve pas. Donc, où se trouve le bonheur, donc... entre tenir bon et lâcher prise. Donc, la vie se joue entre tenir bon et lâcher prise, entre les rêves tenaces et les doux abandons, dans la lutte constante où l'on se brise, et la paix retrouvée dans un simple pardon. Tenir bon, c'est croire en soi malgré les tempêtes, c'est avancer même quand le vent est contraire, c'est puiser la force dans les défaites, et voir l'aube se lever après chaque nuit amère. Mais lâcher prise, c'est aussi une sagesse. C'est accepter ce que l'on ne peut changer. C'est comprendre que dans chaque faiblesse réside la chance de se réinventer. Entre ces deux extrêmes, la vie se dessine. Un équilibre subtil, une danse délicate. Entre l'ombre et la lumière, elle chemine sur le fil des espoirs et des combats tenaces. Tenir bon, c'est l'étoile qui nous guide dans la nuit. Lâcher prise, c'est la rivière qui nous porte au loin. Et dans cette harmonie, la vie s'épanouit. Entre courage et sérénité jusqu'au matin. Super. Donc, chers téléspectateurs, vous avez écouté Madame Seydi Sampiring, hein? Franchement, c'est impeccable. Et à chaque partie, il y a des conseils. Il y a des conseils, des leçons de vie. Des leçons de vie. Ainsi de suite, quoi. Et dès que vous êtes perdu, quand vous lisez, vous vous retrouvez. Forcément. Oui. Super. L'aventure est un état d'esprit, l'art de l'instant présent, ainsi de suite. Ainsi de suite. Les trois, hein? Et la partie la plus importante, j'avais dit, hein, la 52e page. Il y a toute sa vie la 52e page. Donc, lisez, achetez. C'est 150 000, 150 000 et 120 000. Je suis en train de faire promo marketing gratuit pour toi sur ce plateau-là. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous avons fini donc avec les questions du grand entretien. Hein. Vous allez souffler